ne sait plus très bien, et là on change de sujet, on passe bien sûr sur la guerre en Iran, puisqu'on entre dans la 4e semaine, où on en est dans cette guerre en Iran. Des informations contradictoires circulent, Philippe, dans toutes les chancelleries, sur les plateaux de télévision, intervention militaire ou non. Et il y a eu encore une fois une déclaration très surprenante de Marco Rubio aujourd'hui, on va la découvrir ensemble, qui dit quand nous en aurons fini avec eux, dans les 2 prochaines semaines, ils seront plus affaiblis qu'ils ne l'ont été dans l'histoire récente. Il envisage donc une sorte de fin de la guerre dans les 2 prochaines semaines. Philippe de Villiers, quel est votre sentiment sur l'état de cette guerre, sur la psychologie respective des belligérants? Va-t-on vers la poursuite de la guerre ou vers un cessez-le-feu? Alors là, c'est très très difficile de faire une quelconque prévision, puisque quand vous écoutez les belligérants eux-mêmes, on est dans la confusion. Il semble cependant qu'à travers la déclaration que vous venez de passer de Marco Rubio, il y ait, appelons ça une petite luciole dans le brouillard. Parce que le mot brouillard de Clausewitz n'a jamais aussi bien porté son nom. Le brouillard de la guerre, dit Clausewitz. Et là, on est dans le brouillard. On est même dans 2 brouillards successifs. Puisqu'on nous annonce, Donald Trump nous annonce l'escalade et la désescalade en même temps, ou en 2 heures ou en 2 jours. L'escalade, c'est-à-dire on va taper plus fort, on va porter un coup final, et puis ensuite on est en train de négocier et ça se passe très bien avec l'Iran. Donc en fait, on ne respecte pas le principe de nos contradictions. On a du mal à comprendre. Alors moi, ce que je comprends, c'est pour ça que je parle d'une luciole. C'est qu'on était mal embarqué. Le monde entier était mal embarqué. Pourquoi? Parce que le théâtre d'opération laisse apparaître plusieurs inconnues inquiétantes. La première inconnue, c'est les troupes au sol. Parce qu'on recommence comme au Vietnam, en Irak, en Syrie, en Libye. Le carpet bombing ne conclut jamais la guerre. Ça, on le savait. On a toujours dit, s'il n'y a pas de troupes au sol, on ne gagnera pas la guerre. Ils ne gagneront pas la guerre. Et puis là, il parle de troupes au sol. Mais les troupes au sol, en face, il y a un vieux pays qui s'appelle l'Iran, qui est un grand pays, et qui a décidé de lever une armée. Même avec des enfants de 12 ans, c'est-à-dire qu'on nous parle d'1 million d'hommes. Donc, s'il y a les troupes au sol, on sait que ça se terminera mal. Et ça ne se terminera pas, d'ailleurs. Ça s'enlisera. Ensuite, il y a la fameuse île de Kark, deuxième inconnue. Si vous regardez la carte, l'île de Kark, elle est dans un cul-de-sac, au fond du golfe Persique. Alors, l'avantage, si vous bloquez l'île de Kark, c'est que vous bloquez 90% de la production de pétrole de l'Iran, mais en même temps, vous êtes sous les rampes de missiles. Et jamais les Iraniens n'accepteront, sans réagir, qu'on leur prenne leurs joyaux. Ensuite, il y a la question des réserves de munitions. Moi, ce qui me frappe, c'est que les Iraniens ont consommé 90% de leurs missiles et de leurs drones, d'après ce qu'on nous dit, mais leurs tirs sont 2 fois plus efficaces qu'au début. Donc un taux de réussite qui est sans commune mesure avec les premiers tirs. Et en face, on nous dit, attention, la fronde de David pour les Israéliens, les patriotes pour les Américains s'épuisent, les stocks s'épuisent. C'est peut-être une des raisons qui pousse Marco Rubio à dire ce qu'il dit, parce que quand vous n'avez plus de munitions, vous ne pouvez plus faire la guerre. Alors maintenant, de l'autre côté, ça c'est le théâtre des opérations. Sur le théâtre des opérations, il y a quelque chose qui tourne mal, c'est le Liban, puisqu'on nous annonce maintenant qu'Israël va occuper une partie du Liban. Et donc, j'appelle moi le président de la République, protecteur du Liban depuis Saint-Louis, à réagir et à empêcher que le Liban ne soit à nouveau occupé.
Alors, le théâtre des opérations, d'un côté, et la négociation de l'autre. Alors, sur la négociation, on nous parle du Pakistan, parce qu'apparemment, il y a un maréchal au Pakistan qui est l'ami et des Iraniens et de Donald Trump. Et il y a 30% de chiites au Pakistan, c'est le pays chiite de toute la région. Et on nous dit, ben voilà, il y a les conditions iraniennes, les conditions américaines. Alors, les conditions américaines, on les connaît, c'est plus de nucléaire, démantèlement du nucléaire militaire, 2, démantèlement des lance-missiles, des rampes de missiles, 3, le troisième, c'est la liberté de circulation dans le détroit d'Ormuz, et il y a même une quatrième condition dont on parle moins, c'est la fin du financement des proxys, c'est-à-dire le Hamas, le Hezbollah et les houthis du Yémen. Du côté iranien, les demandes sont à la fois toutes naturelles et irréconciliables, enfin non conciliables avec les demandes des États-Unis. C'est la fin des sanctions internationales, s'il y a la paix, il y a la paix. C'est ensuite le démantèlement des places militaires, des bases militaires américaines au Proche-Orient. Ça, c'est impossible. Et enfin, troisièmement, c'est la possibilité de faire payer un droit sur le détroit d'Ormuz. Enfin, ce sont 3 des conditions, il y en a beaucoup plus, évidemment. Donc, je ne sais pas du tout ce que sera la négociation. Ce qui apparaît clair, c'est que pour les Américains, on ne parle plus du changement de régime. Voilà. C'est tout ce qu'on peut dire en l'instant. Moi, je vais vous dire, je ne fais pas partie des gens qui prennent parti. Je fais partie des gens qui disent il faut la paix. Arrêtons la montée aux extrêmes. Parce que les Américains et les Israéliens sont en face d'un grand pays dont on n'avait pas mesuré la puissance. Et donc, je pense qu'il est grand temps d'arrêter cette guerre. Les Américains n'avaient pas saisi l'importance du détroit d'Ormuz, etc., etc. Et donc, il y a eu beaucoup d'improvisation, et je pense que si on peut obtenir la paix, même si c'est une paix bancale, il vaut mieux une paix bancale qu'une guerre mondiale. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la question iranienne, et je précise aux téléspectateurs, même si ce sont des spectateurs avertis et réguliers de cette émission, voilà désormais 4 semaines que vous tenez le même discours de prudence, pour ne pas dire un discours sceptique, sur l'issue de ce conflit, contrairement à ce qu'on peut entendre sur de nombreux plateaux. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, on a maintenant la connaissance des guerres asymétriques. Or, il semble que les Américains n'aient pas encore assimilé l'idée de la guerre asymétrique. L'Amérique ne peut pas gagner une guerre asymétrique. Joyeux anniversaire, Philippe de Villiers. Ravi de vous retrouver. Bonsoir, Elliot. C'est malin, ça. Ah bah quoi, hein. Ouais, j'ai le droit de vous souhaiter... C'était cette semaine, j'ai le droit de vous le souhaiter en direct. Les téléspectateurs ne sont peut-être pas tous informés que Philippe de Villiers a 18 ans. C'est pour ça que je dis c'est malin. Ah bah bien sûr, Geoffroy Lejeune, ravi de vous retrouver. Bonsoir Elliot, joyeux anniversaire Philippe. Mais nous avons une surprise, Philippe de Villiers. Ah bon? Ah oui, parce qu'il y a du monde qui souhaite vous souhaiter un joyeux anniversaire, regardez. À celui qui réveille l'âme de la France avec tant d'élégance. Joyeux anniversaire Philippe. Joyeux anniversaire au vicomte du Puy du Fou, c'est à jamais. Joyeux anniversaire, cher Philippe. Vive la Vendée libre. Cher Philippe, un très joyeux anniversaire et je en profite pour te remercier pour m'avoir inspiré. Tu es un homme politique qui m'a donné le goût de la politique, des idées, de la littérature également, et puis tu es aussi un ami fidèle sur lequel on peut compter dans ce milieu médiatique et politique. Là, c'est très rare, donc encore une fois, un très joyeux anniversaire, Philippe de Villiers. Merci pour tout et merci pour la France. Mon cher Philippe, je tenais à vous souhaiter un très joyeux anniversaire et malgré nos différences footballistiques, je vous apprécie beaucoup. On se voit en finale. Cher Philippe, avec Jules Torres ici présent, on voulait vous souhaiter un magnifique anniversaire. Joyeux anniversaire Philippe, et vive la Vendée, et vive le Puy du Fou. Évidemment.
Saint-Aignan a dit un jour, il y a certaines personnes pour lesquelles la valeur s'accroît avec le nombre des années. C'est pour vous, Philippe. Très joyeux anniversaire. Cher Philippe, il y a évidemment l'homme d'histoire, l'homme de culture, l'homme de la Vendée, et chacun connaît cela, mais il y a aussi l'homme de Marcel Sopin. Lorsqu'enfant, vous étiez là dans les tribunes en train d'encourager Daniel Léon et Suodo et Gondet. Et c'est cela, finalement, qui est dommage pour le football, parce que vous auriez été un entraîneur immense, le stratège, vous auriez entraîné le FC Nantes, vous auriez entraîné Barcelone. C'est une carrière manquée et c'est une occasion également ratée pour le football français. Donc bon anniversaire, cher Philippe. Et n'oubliez pas, le but le plus remarquable, c'est d'entrer dans le but, précisément, avec le ballon. D'entrer dans le but, précisément, avec le ballon. Encore une passe, encore une passe, encore une passe. C'est ça, le football étincelant. Bon anniversaire, cher Philippe. Voilà, il y avait du monde qui souhaitait vous le souhaiter. Il y avait encore plein de personnes qui souhaitaient le faire, cher Philippe de Villiers. Ça me touche beaucoup, c'est toute la grande famille de CNews, cette belle maison où on parle avec son cœur. Voilà. Même si, à mon âge, on préfère rester discret sur la fête de l'anniversaire. Voilà. Il y a une phrase de Saint-Aignan qui s'applique bien à la situation où je me trouve. On devient vieux trop tôt et sage trop tard. Et il y a une autre phrase qui est de Sioran, je crois. On commence à vieillir lorsqu'on se contente des ennemis qu'on a sous la main. Il faut s'en faire tous les jours. Donc, ça va, je suis pareil. Et en même temps, si on se fait que des ennemis, ça veut dire qu'on est dans l'aigreur. Et en fait, le secret du rajeunissement, je vais vous le donner, c'est de défendre une cause jour et nuit, de s'y tenir, et parce que ça vous maintient en éveil. Dès que vous vous retournez et que vous avez un de vos petits-enfants qui vous dit « Grand-papa, excuse-moi, mais tu as déjà raconté cette histoire il y a 3 jours. » Là, c'est très mauvais. Et moi, j'ai la chance d'avoir des petits-enfants qui me disent tous « Attention, grand-papa, Joe Biden. » Ah ben, et il n'y a pas que vos petits-enfants. Ouais. Vous savez qui le dit? Non. Le journal du dimanche. Regardez. Toujours plus jeune que Biden. Regardez la une du JDD, c'est le cadeau de Geoffroy Lejeune et de la rédaction du JDD. Regarde. Incroyable. Et alors, la fièvre du vendredi soir, j'ai tiré le fil de CNews et l'audience est venue. Exclusif, glucides, pesticides, sourcicides, sa prochaine trilogie. Voilà. Joyeux anniversaire, Philippe de Villiers. Ouais. Et ça fait du bien, évidemment, de pouvoir sourire. Et vous avez dit un mot très important, une formule essentielle, une grande famille. C'est la grande famille qui vous le souhaite, du JDD en passant par Europe 1. Et même le Figaro, puisqu'on a vu des figures. Oui, j'ai oublié. Nos amis du Figaro. Oui. Et CNews, bien sûr. Philippe de Villiers, les choses sérieuses commencent. Quoique, c'était très sérieux, là. Oui. Les choses sérieuses commencent. On en sait... Attendez, je vous signale quand même que... Quand ma femme m'a dit « Tu te rends compte, 77 ans ?» Je lui ai dit « Tu te rends compte de quoi ?» À 77 ans, Clémenceau était dans la tranchée, avec les poilus, pour leur dire « On va gagner ». Il avait mis ses guêtres. Bon, moi, j'ai pas de guêtres. Bon. Ensuite, Churchill, on lui dit vous avez 77 ans, comment vous faites pour tenir? Et il répond no sport, en tirant sur son cigare. Moi, c'est l'inverse, je fais beaucoup de sport. Et Victor Hugo, à 77 ans, il n'avait pas fait la moitié de son œuvre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je sens bien une pointe d'ironie sur le thème. Oh là là. Oui. Mais je sais bien, je vois bien la lutte des classes, la lutte des âges, vous pensez éternel. Ben, vous verrez. Le jeunisme.